Bonjour, bonjour François. Alors, pour petite introduction, François Robert, c'est un agent immobilier habitant à Vanges, près de Thionville. Il représente actuellement le réseau Acomi. Il avait commencé l'immobilier il y a environ 2 ans avec le réseau LFIMO. Et ça, c'était après être reconverti de son travail de technicien polyvalent au Luxembourg. Donc, bonjour François et bienvenue au premier épisode du podcast Immopod où justement on parle de l'immobilier avec des agents immobiliers pour des agents immobiliers. Pour commencer, Ok, donc bonjour bonjour, André, merci de m'accueillir. c'est un plaisir. Donc pour commencer justement, parle-moi un peu de ton parcours en tant qu'agent immobilier, après avoir été reconverti et les étapes en fait que t'as passées en fait pour devenir agent immobilier. Ok, alors en courant de l'année 2021, je me suis retrouvé au chômage j'ai été approché par le réseau La Fourmi Imo, qui s'appelle maintenant LF Imo. J'ai été approché dans le cadre de Pôle Emploi en fait, où j'ai répondu à une annonce. Et puis ensuite, je suis rentré dans le processus de l'immobilier comme ça, avec de la formation, avec de l'encadrement. Et puis j'ai rapidement eu mes premiers mandats, rapidement fait mes premières ventes. Et puis ensuite, la machine s'est enclenchée. Donc ça, c'était en août 2021. Voilà, et puis bah, finalement, je ne m'étais pas vraiment destiné à proprement parler à l'immobilier. J'ai découvert le métier et au plus je le découvrais et plus je l'appréciais, avec ses défauts, avec ses qualités. Mais bon, enfin voilà, il faut faire avec hein, dans ce métier-là. Je pense notamment à l'ascenseur émotionnel. Qui est très intense dans ce métier-là. On a des bonnes nouvelles et on en a des moins bonnes. Il faut gérer et être réactif. Donc voilà, ça s'est fait depuis août 2021 où ça se passe plutôt bien. Et puis bah, j'ai été approché par un autre réseau qui s'appelle Acomi. Et donc j'y suis depuis le 1er juillet chez Acomi, où bah, voilà, tout se passe bien. J'ai changé de réseau par rapport à un challenge un petit peu. C'est un réseau qui est un peu plus petit que LF IMO et où il y a tout à faire. Et ça, c'est un peu challengeant et j'aime bien ce genre de challenge. Voilà, donc Mhm. c'est un peu le parcours depuis ces 2 dernières années maintenant. Je vais fêter mes 2 ans oui, dans l'immobilier. Ah, c'est très cool. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Donc avec cette expérience-là, en fait, qu'est-ce que tu penses qui a été le plus dur justement pour arriver et faire enfin, l'immobilier que tu fais actuellement? Qu'est-ce qui a été vraiment le plus Alors, challengeant? alors pour moi, ce qui a été le plus dur par rapport à mon caractère, où je suis quelqu'un d'assez impatient, bah là, il a fallu travailler justement sur cette impatience, la calmer un peu pour devenir de plus en plus patient, parce que les projets immobiliers sont des projets qui se construisent, qui prennent du temps. Même la transaction en elle-même prend aussi du temps. Donc voilà, il y a eu ça où ça a été assez difficile, parce que ça fait partie de mon caractère d'être, plutôt, impatient. Donc, je reste impatient sur le côté privé, mais par contre sur le côté professionnel, voilà, je me suis adapté et je deviens de plus en plus patient. Et puis un autre trait, j'en ai déjà parlé, là, il y a peu de temps, c'est, l'ascenseur émotionnel où, effectivement, il y a plein de choses et jamais rien n'est acquis, en fait. Jusqu'à l'acte authentique, donc à la dernière signature, rien n'est acquis et il peut se passer, tellement de choses et donc là, il faut pouvoir être, réactif, donc voilà, c'est des ça a été un peu la surprise pour moi sur ce côté-là de l'immobilier. Mhm. Et donc pour gérer, disons, ce côté d'impatient, justement pour avoir un peu plus de patience, qu'est-ce que tu as mis est-ce que enfin, t'as pensé différemment ou t'as eu quelques, comment on dit, différents avis d'autres agents qui peut-être t'ont aidé ou...
comment est-ce que tu as justement passé ces caps de comprendre que justement les ventes, ça prend énormément de temps et de prendre ce temps-là en fait? Bah, en fait, on l'apprend, de toute manière, on n'a pas tellement le choix de faire autrement, d'une part et puis, bah, ensuite pour pouvoir, modifier un petit peu son comportement et son tempérament, professionnel, il y a eu beaucoup d'échanges et de discussions et de rassemblements de confrères et de consoeurs pour pouvoir justement, expliquer ces cas et les comprendre et les personnes qui avaient un peu plus d'expérience échangeaient aussi sur leurs propres expériences, ce qui permettait d'une part de bien comprendre un petit peu le marché immobilier, de comprendre son mécanisme, tout le mécanisme de vente. Donc voilà, je crois que j'ai pas moi réellement mis des choses en place, mais il y avait des rendez-vous avec les confrères et les consoeurs du réseau ou d'autres réseaux d'ailleurs. Et le fait d'échanger sur notre parcours et notre présent professionnel permettait de comprendre que voilà, c'était pas une situation exceptionnelle que j'étais en train de vivre, c'était juste la norme. Enfin, c'est juste la norme où il faut être patient, patient, réactif et pouvoir rebondir pour tous les aléas qu'on rencontre. Ah oui, non, je comprends. Donc C'est c'est important plus voilà, c'est d'apprendre. plus la structure, c'est plus la structure du réseau qui m'a permis de comprendre, et puis d'être rassuré aussi, hein, parce que Mhm. on a besoin d'être rassuré quand on débute, l'activité et rassuré par des personnes qui ont plus d'expérience que soi. Non, je comprends. Ouais, ouais, en effet. Et je sais aussi que tu fais actuellement l'activité, enfin, je pense que tu fais encore l'activité d'ostéopathe pour les chevaux. Euh, Oui. et comment en fait tu arrives à gérer justement les deux activités ensemble? Ah bah, alors c'est assez «facile» entre guillemets puisque, l'activité d'ostéopathe, c'est aussi, alors à la base, les chevaux pour moi, c'est une passion. J'ai monté à cheval pendant très longtemps, je suis moniteur d'équitation, à la base, donc les chevaux font vraiment partie de ma vie, depuis, une trentaine d'années, Mhm. plus de 30 ans d'ailleurs et donc voilà, j'avais tenté une reconversion dans l'ostéopathie, animale, notamment donc pour les chevaux, mais sans voilà, j'ai jamais tellement développé cette activité-là, j'avais toujours travaillé à côté et là, comme j'ai 2 activités qui sont, indépendantes, je gère mon calendrier exactement comme je le veux. Donc en fait, il y a même pas tellement de priorisation, de priorité, je ne sais pas comment on peut dire, mais en fait, je prends les rendez-vous comme ça vient, je les intercale dans mes journées, dans la disponibilité de mes clients, que ce soit les clients immobiliers ou les clients, ostéo. Donc ça se gère, plutôt, c'est assez fluide, hein, je dirais. D'accord, Après, ok. je suis pas quelqu'un qui m'impose des plages horaires, 9 heures, Mhm. 18 heures. Non, voilà, encore hier soir, j'ai finalisé dossier jusqu'à 1 heure du matin parce que je préfère aller me coucher quand tout est terminé plutôt que d'aller me coucher, puis ruminer et puis réfléchir. Et puis après, une fois que la machine à réflexion elle est en route, on trouve plus le sommeil. Donc voilà. Et puis tout s'enchaîne de manière assez fluide en fait. D'accord. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand on a de la passion pour ce qu'on fait, on fait, en fait, c'est beaucoup plus facile de trouver le temps, de vraiment de s'y mettre. Et je pense que pour toi, justement, c'est les deux, en fait. Tu essaies justement de mettre les deux dans ta vie et c'est très cool. Ouais, c'est C'est ça. très cool. Moi, le week-end pour moi n'est pas tellement le samedi ou le dimanche. S'il y a besoin, alors j'essaye de, c'est pas écrit et gravé dans le marbre, mais j'essaye que le dimanche, j'essaye d'être normalement un peu plus disponible. Par contre, s'il n'y a pas de possibilité pour mes clients ou ostéo ou mes clients immobiliers, s'il n'y a pas de possibilité, si on n'arrive pas à trouver des créneaux et que c'est relativement urgent, j'ai aucun problème à aller travailler le dimanche. Mhm. Parce que j'aime ce que je fais, donc que ça soit sur, d'aller, toucher des chevaux ou alors, d'aller faire des visites ou aller découvrir des projets immobiliers. Quand on aime bien ce qu'on fait, le le jour de la semaine n'a pas réellement d'importance. Après, il faut Bah oui. pouvoir combiner aussi avec, sa vie familiale, mais j'ai la chance d'être super bien accompagné, à ce niveau-là, donc avec énormément de compréhension, donc
Voilà. Et puis après, c'est comme tout, faut pas en abuser non plus. Je suis pas absent 24/24, 7 sur 7. Donc voilà, l'équilibre, l'équilibre est assez intéressant actuellement et voilà, l'organisation du planning est assez fluide. Cool, non, c'est bien. Ça, c'est toujours intéressant de pouvoir combler les deux et d'avoir toujours de la place pour la famille et pour ta vie, en fait, au final. Et donc, dis-moi un peu, bon, ça, c'est une question un peu plus personnelle, mais je pense que ça pourrait donner justement de la valeur au final aux agents qui regardent et qui veulent justement y arriver aussi. Donc, avec ces 2 ans d'expérience, donc pendant ces 2 ans que tu as fait l'immobilier, quel a été ton chiffre d'affaires par mois le plus élevé avec tes commissions gagnées pendant ces 2 ans? Alors, j'ai aucun problème à parler chiffres, hein, parce que ben, si, s'il y a des personnes qui voient cette interview et qui se posent des questions par rapport à rentrer ou non dans l'activité immobilière, à mon sens, il ne faut pas vendre du rêve, il faut parler de la réalité et les chiffres représentent vraiment la réalité. Mon meilleur score, ça a été là au mois de janvier où j'ai commencé l'année du coup avec 2 ventes actées. Donc finalement, qui sont le fruit d'un travail Mhm, de presque 6 mois antérieurs. Mais voilà, dans l'immobilier, on sème, on arrose, on s'occupe de la graine qui pousse et puis ensuite on récolte seulement quelques mois plus tard. Donc en fait, j'ai eu l'opportunité, enfin la chance, pas la chance, mais dans l'organisation, en fait, j'ai signé 2 ventes actées au mois de janvier, ce qui a représenté, alors en chiffre d'affaires, en honoraires facturés 25 000, donc sur les deux. Et après, avec le système de rétrocession, ça a fait 7, 7 et 8, 15 mhm. en chiffre Ok. d'affaires, un chiffre d'affaires du coup personnel. Bon, après là-dessus, il faut encore enlever la Mhm, TVA et puis ensuite, il faut enlever l'URSSAF. Donc voilà, après, toute charge réduite, il reste encore un peu moins quand même. Mais D'accord. bon, Oh, c'est cool. c'est pas mal pour attaquer l'année, c'est pas mal. Et là, en fait, sur mes 2 ans, en lissant un petit peu les transactions que j'ai faites sur les 24 mois, ça représente une vente tous les mois et demi, entre 2 mois et demi et entre un mois et demi, pardon, et 2 mois, Ok, ok. en les lissant. Ouais, mais Donc voilà. c'est surtout le travail qui est mis en avant justement pour arriver en fait. Et ça Ouais. prend du temps. Donc dis-moi un peu qu'est-ce que tu as fait justement pour mettre en place le travail d'avant déjà, donc pendant ces 6 mois que tu avais travaillé. Qu'est-ce que tu as mis en place pour avoir des ventes là en janvier en fait? Alors, bah, tout commence déjà par de la prospection, hein. Donc, si je reviens vraiment au début, sans parler des 6 mois avant les 2 ventes du mois de janvier, si je reviens au début, en fait, moi, je suis arrivé chez LF IMO en août. Il y a eu au moins 3 mois et demi de formation d'encadrement, puisque j'étais complètement novice. Voilà, je connaissais pas grand-chose à l'immobilier. Et puis ben, ensuite, il y a de la prospection. Donc, il y a différentes techniques de prospection. Je ne vais pas rentrer là dans les détails de prospection. J'ai plus d'affinité avec certaines manières de prospection plutôt que d'autres. Mais en fait, voilà, ce qui a été mis en place, bah, c'est surtout son réseau personnel aussi qui, pour moi en tout cas, ça a été le travail de mon réseau personnel, mes contacts que j'avais déjà, les réseaux sociaux aussi beaucoup qui ont fait que j'ai pu communiquer sur ma nouvelle activité. Et comme de par mon activité ostéo, j'avais déjà généré aussi pas mal de. Alors, j'aime pas parler de fichiers clients, ça fait un peu Mhm. impersonnel. Moi, Ouais, les clients, les la plupart personnes. des clients, je les tutoie parce que on crée vraiment une relation assez proche puisqu'on travaille en partenariat. Donc, en fait, voilà, c'est un peu mon réseau et ma manière de faire qui ont fait que bah, les gens m'ont contacté pour avoir d'une part des renseignements sur leur maison et puis ensuite leur exposer ma manière de travailler. Et puis, comme ça, on a pu travailler ensemble. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Enfin, ça se fait. Je fais comme ça. D'accord. Ouais, donc si moi je peux retenir justement, si moi je suis un agent et que je veux justement retenir des points importants, c'est vraiment la prospection et la relation et avoir des personnes qui te connaissent déjà et qui ont une bonne relation avec toi.
qui potentiellement veulent faire quelque chose avec toi, en fait, et pas quelqu'un d'autre. Ouais, Parce que c'est je sais ça. que... Et puis, Et... le côté aussi, en fait, la relation client est très importante. Toujours donner une bonne image de soi, de son état d'esprit, de son professionnalisme. Et en fait, plus tu vas travailler ça dans le bon sens, dans tes relations qui sont peut-être au départ familiales ou amicales, et ben en fait, les personnes avec lesquelles tu interagis vont, elles, interagir avec aussi d'autres personnes. Et si tu laisses une bonne image, à un moment donné, quand ton ami, par exemple, ou je sais pas, par exemple, ton frère va parler avec un ami ou l'ami d'un ami, ils vont parler peut-être un moment d'immobilier. Toi, tu seras pas là, mais comme tu as impacté l'image, l'esprit des gens comme quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de professionnel et de consciencieux, de gentil, d'abordable, disponible, et ben, en fait, comme tu les auras bien, euh, les gens auront une bonne perception de toi, ils vont forcément parler de toi Mhm. ensuite. Donc, moi, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé mon réseau personnel. Et du coup, c'est comme ça qu'après, il y a des recommandations qui arrivent sans même prospecter. Bah Mais oui. finalement, on prospecte toujours un petit peu. Voilà, sans le vouloir, en fait, quand on va quelque part et qu'on rencontre des gens, bah tiens, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah ouais, ok, machin. Et vous? Bah moi, je suis dans l'immobilier. Ah oui, tiens, l'immobilier, j'ai mon voisin. Et souvent, l'immobilier revient assez fréquemment sur les terrains des discussions. Mhm. Donc voilà, on prospecte un petit peu tout le temps sans vraiment le vouloir, en fait. Ça, c'est Bah bien. oui, bah oui. Et donc pour toi vraiment le moyen de prospection le plus intéressant, donc qui te ramène le plus de résultats, c'est quoi actuellement? Qu'est-ce que justement que tu préfères Euh, vraiment? réseaux sociaux, et recommandations. D'accord, ok. Recommandation. Et je pense que c'est même une Après, combinaison des ouais, deux, non? exactement, ouais, ouais, tout à fait. Ça, combiné aussi à une belle vitrine. Je fais très attention dans les biens que je rentre. Alors, les mandats de vente que je rentre j'essaye d'être le plus transparent déjà avec le client, et j'ai une manière de travailler qui me permet d'avoir des résultats, qui me permet de mettre en place une certaine qualité de diffusion. Et quand les gens cherchent à vendre ou à acheter, euh, qui regardent sur Google, par exemple, c'est comme quand ils vont au restaurant, ils vont regarder les avis des clients, d'une part, et ensuite ils vont regarder comment la personne travaille. Donc, pour moi, ma vitrine, c'est vraiment ma carte de visite professionnelle, et j'essaye de mettre au maximum en valeur les biens que je diffuse avec une visite virtuelle, avec des jolies photos, avec un beau texte, avec une multitude de sites de diffusion. Donc voilà, pour moi, je fais très attention à ça. Les réseaux sociaux, mon réseau personnel que j'entretiens régulièrement. Mais bon, c'est assez facile puisque ça va être avec des amis. Voilà, on va boire un apéro. Et puis, bah, tiens, comment ça va le travail? Ah bah tiens, je viens de rentrer une maison comme ça. Ah bah j'ai un collègue qui cherche justement. Voilà, ça va être un peu de fil en aiguille de la Mhm, recommandation. Mais une fois que la recommandation elle est faite, il faut pouvoir aussi démontrer que le travail est bien fait. Donc, avoir une très belle vitrine, pour moi, c'est très, très important. mhm. Donc travailler surtout les vendeurs, quoi. Toi, tu prends pas tous les mandats, c'est vraiment de bien choisir les mandats et de prendre les meilleurs, en fait, Oui, tu sais que tu vas vendre, en fait. c'est ça. Et alors, à vendre en fonction de l'histoire de vente, hein, je parle toujours de scénario. Pour moi, une vente, chaque vente n'est pas la même. Il y a un scénario derrière. Est-ce que c'est, malheureusement, est-ce que c'est une séparation? Mais tout se passe bien, donc on a le temps de voir un petit peu. Il n'y a pas de côté urgent et pressant. OK, alors on peut commercialiser d'une certaine manière. Il y a une mutation, par exemple. Bah là, on va pas chercher la rentabilité entre guillemets de la transaction, on va plutôt chercher la performance en termes de délai. Donc là, voilà, on va s'adapter aussi par rapport à la stratégie. Il y a plein de scénarios différents par rapport aux différentes ventes. Donc,
il faut faire aussi attention à ça. Mhm, mhm. Ouais, en effet. Et donc, en ce moment, avec le marché immobilier, donc, c'est un peu la crise un peu partout en Europe. En fait, comment est-ce que, justement, avec ton expérience, comment est-ce que tu as mis en place une manière de justement réussir, même en période de crise, justement persévérer pendant ce temps-là, pendant que je sais que beaucoup d'agents, ils n'arrivent pas et justement, ils doivent faire une activité à côté ou justement pour vivre la vie, Alors, quoi. effectivement, le marché, on est dans un marché qui est baissier parce on a connu une période faste depuis ces 3 dernières années, 4 dernières années, avec des taux bancaires très faibles. Donc, en fait, l'accessibilité à l'argent était facile, donc les prix de l'immobilier ont monté. Et la difficulté, finalement, c'est de s'adapter au marché. C'est très compliqué de faire comprendre aux clients vendeurs que leur maison, il y a de ça 3 ans, quand ils avaient fait des estimations, je dis une bêtise, mais peut-être elle valait 400 000 euros. C'est très compliqué de leur faire comprendre que maintenant, à 300, 310 000, on n'est pas sûr d'avoir des acheteurs parce que le pouvoir d'achat a diminué et les acquéreurs se font beaucoup plus discrets. Le marché est en train de se retourner. Et c'est pour ça que je reviens aussi tout à l'heure quand tu disais je choisis avec qui je travaille parce que j'ai une certaine manière de travailler. Si jamais il n'y a pas de terrain d'entente sur ma manière de travailler, ben, c'est pas grave. J'aurais donné les conseils que j'aurais dû donner et on va pas travailler ensemble parce que si vous me demandez de vendre votre maison 400 000 euros alors que je l'ai estimée à 300 ou 310, ça va être très compliqué. Alors, pourquoi pas? On peut tenter la chose, pourquoi pas si vous voulez. Et puis ensuite, on verra la réalité du marché. Mhm, Si j'ai pas de contact pour les visites, si j'ai pas de visite, ou qu'on n'arrive pas à sonder le marché acquéreur, c'est forcément une histoire de prix. Donc oui, c'est un peu plus compliqué actuellement. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup, beaucoup de transactions qui se font, hein. J'ai moi-même fait accepter une offre d'une maison. On est dans un terrain où il y a de la négociation. On est dans une période où il y a de la négociation. Mais par contre, voilà, j'ai des confrères et des consoeurs qui vont aussi régulièrement chez le notaire. Donc, les transactions mhm, se font peut-être différemment d'il y a de ça 2 ans, 3 ans ou 4 ans, mais les transactions se font quand même. Donc, il faut continuer à persévérer, travailler, continuer à rentrer des mandats, travailler sa relation client-vendeur en faisant un suivi. Moi, j'essaie de faire un suivi toutes les 2 semaines, 3 semaines, même si c'est rien passé, c'est pas des plus intéressants, enfin, c'est pas des plus réjouissants à faire, mais tenir informés les clients vendeurs, je trouve que c'est très, très important, même s'il se passe rien, pour ne pas qu'ils se sentent oubliés ou pas suivis ou mhm, délaissés. mhm. Donc voilà, le suivi client est d'autant plus important maintenant par rapport à un marché baissier où on a moins de contacts, moins de visites. Ouais. D'accord, ouais, je vois. Et du coup, pour justement mettre en vente une maison, je sais que tu utilises une caméra assez intéressante, donc je sais pas comment elle s'appelle déjà, mais Matterport. Matterport, voilà. Quels autres justement outils que tu utilises pour mettre le bien en vente et pour vendre plus facilement et pour aider justement les vendeurs, qu'au final sont les clients les plus importants, parce que justement c'est les vendeurs que tu vas aider. Euh, et comment est-ce que tu mets en place des outils en fait tu utilises que tu pourrais justement donner des avis là-dessus pour les agents qui veulent améliorer en fait sa qualité du travail déjà. Alors, la caméra Matterport, j'ai rapidement fait le choix d'investir dans ce matériel-là. C'est un confrère que j'appelle même Imopote, hein. Il y a quelques confrères et consoeurs comme ça avec qui on s'entend très bien. On est dans des réseaux différents, mais on s'entend très bien et on est un petit groupe d'Imopotes. Donc lui avait cette caméra-là quand j'ai commencé et il m'avait proposé
de mettre en valeur les biens que je rentrais par cette technologie de scannage de maison, de créer une maison de poupée. Donc, on crée un jumeau numérique. Et en fait, je m'en sers sur tous mes biens, par exemple, parce que en fait, ça me permet de faire une présélection des acquéreurs. Je ne demande pas, dans un premier contact, je ne demande pas forcément une qualification financière de leur projet et de la maison qu'ils veulent venir visiter pour laquelle ils m'ont contacté. Par contre, si on se déplace pour une visite physique, je veux m'assurer et me garantir que la maison correspond bien à leurs attentes. Et la Matterport permet justement de créer des visites virtuelles. Donc, on peut aller, on peut se balader partout dans la maison. Donc, moi, je crée déjà une visite virtuelle automatique où il n'y a plus qu'à appuyer sur Play et on déroule, on se promène partout dans la maison. Et ensuite, les gens peuvent aller détail par détail. Ils peuvent aller regarder en haut, en bas, zoomer, même prendre des mesures s'ils veulent voir si leur canapé rentre dans le salon. Ils peuvent prendre des mesures. Et une fois qu'ils ont vu la visite virtuelle et qu'ils me contactent, qu'ils me recontactent du coup pour confirmer le rendez-vous physique, bah, du coup, ça se passe déjà beaucoup mieux puisqu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Ils connaissent déjà presque parfaitement la maison. Il n'y a plus qu'une histoire de se rendre compte des volumes physiques, par exemple, et puis un petit feeling avec la maison parce que une maison, c'est quand même pas un achat à négliger, hein. On n'achète pas une baguette de pain. Donc voilà, Matterport, c'est vraiment un outil super. Ensuite, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi. Donc, je fais des petites vidéos de la maison que je présente, que je diffuse sur Facebook, Instagram, LinkedIn aussi. LinkedIn aussi, parce que LinkedIn, alors c'est un peu plus réservé pour les professionnels, mais de différents secteurs d'activité qui peuvent être à un moment donné acheteurs ou vendeurs, donc voilà, mais aussi avec les confrères et les consoeurs. Donc ça peut aussi, comme je suis quelqu'un qui suis ouvert à l'intercabinet, au partage, si des confrères ou des consoeurs ont des clients acquéreurs pour le bien que je suis en train de mettre en avant sur LinkedIn, par exemple, bah, il n'y a aucun problème en fait. Si mes confrères ou consoeurs ont des clients, ils viennent avec leurs clients et je suis complètement ouvert au partage. Voilà, il vaut mieux avoir une petite partie de quelque chose qu'une grosse partie de rien. Donc, Mhm. voilà. Donc, ouais, Matterport que j'utilise beaucoup. J'utilise aussi les réseaux sociaux. Euh, Aussi, quelque chose d'intéressant pendant les visites, quand les acquéreurs viennent voir la maison. Ça aussi, c'est un bon argument de défense de mandat, de prise de mandat. C'est un compte-rendu de visite très détaillé. Donc, j'ai une fiche avec, à l'issue de la visite avec les acquéreurs. On remplit ensemble un questionnaire en fait où les gens mettent une note sur telle et telle caractéristique de la maison. Et ça me permet d'avoir quelque chose d'écrit et de bien cibler les acquéreurs sur les points forts ou les points faibles du bien qu'ils viennent de visiter. Ça, Donc voilà, très intéressant. c'est, c'est un petit peu ma panoplie, c'est un peu ma boîte à outils euh, que j'utilise tout le temps en fait. D'accord. Non, mais c'est très cool de voir justement les différents outils que tu mets en place pour les vendeurs déjà, donc premièrement, pour la visibilité aussi, pour ta visibilité, mais aussi pour les biens que tu vends. Et donc le contact, encore une fois, de relationnel et aussi de professionnel, mais aussi, donc ce qu'avait parlé justement, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui le fait, d'avoir un compte rendu justement pour comprendre ce que les acheteurs ils pensent de la maison peut-être ça pourrait te donner des avantages par rapport à quand tu présentes la maison une prochaine fois à un autre acheteur. Je pense que tu pourrais l'utiliser justement. Ou comment est-ce que tu l'utilises justement pour ce compte rendu-là? Alors, ce compte rendu-là, je l'utilise à chaque fois que j'ai des visites. À chaque visite, en fait, je présente la maison, je réponds à toutes les questions. Enfin, j'essaye de répondre à toutes les questions. Si j'ai pas la réponse, parce qu'on peut pas avoir la réponse à tout, hein. Donc, si j'ai pas la réponse, je la note et je reviens ensuite vers les clients acquéreurs une fois que j'ai été trouver une réponse fiable. Et donc, je fais la visite. Et puis, une fois que la visite est terminée, ben, à ce moment-là, on s'assoit.
et on reprend point par point certains critères que j'ai notés sur ma fiche de compte rendu. Et puis, les gens mettent une note, en fait, de 1 à 10. 1, c'est pas bien, 10, c'est très bien, sur tel et tel aspect, tel et tel critère de la maison. Et donc, Mhm. voilà, à la fin, ça permet aussi de, de les canaliser, de les mettre progressivement dans un entonnoir, entre guillemets, pour pouvoir sortir avec une offre. Mhm. Si la maison convient, si la maison convient, bon, bah voilà, alors ils peuvent encore avoir un petit temps de réflexion. Après ce temps de réflexion-là, il faut essayer de le minimiser, au maximum, en soulevant toutes les interrogations et les peurs peut-être, des gens pour pouvoir, avoir, une offre. Voilà. Est-ce que vous voyez vivre dans cette maison? Oui, non? Bon, bah, si Mhm. c'est oui, bah, alors, on y va. Des fois, Mhm. voilà, ce compte rendu de visite-là me permet d'arriver à la fin de la visite, à la fin de notre échange et d'entretien, vers quelque chose de concret. Est-ce Mhm. que la maison vous intéresse réellement? Si oui, on y va. Ou alors, vous avez encore besoin d'un peu de réflexion. OK, pas de problème, je l'entends. Combien de temps? Quand Ouais. est-ce que je quand est-ce que je vous rappelle? On est venu visiter, c'est pas une balade touristique. Donc ça me permet aussi de voir si les gens sont, réellement acheteurs, aussi. Mhm. Je sais qu'il y a des agents parfois qui utilisent des visioconférences pour aussi qualifier davantage les acheteurs, justement pour faire des visites virtuelles. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place également ou tu penses mettre en place dans le futur ou qu'est-ce Alors que tu je penses par rapport à ça? alors je sais que oui, effectivement, comme tu dis, il y a des agents qui le font. J'ai pas encore eu l'opportunité de le faire. Par contre, grâce justement à l'outil, Matterport Mhm. qu'on a évoqué, ça permet aussi effectivement de pouvoir faire des visios, avec des clients. Alors j'ai pas encore eu le cas de personnes qui étaient pas dans le secteur pour pouvoir visiter, par exemple. Donc, mais oui, c'est quelque chose qui, à mon sens, est intéressant puisque du coup, les personnes n'ont pas besoin d'être là physiquement. S'ils sont en déplacement, par exemple, à l'étranger ou même en vacances et qu'ils veulent pas passer à côté d'une opportunité, dans leur secteur et ils sont en vacances, effectivement, ce sont des outils, modernes qu'on peut utiliser et qui sont intéressants, autant pour les acquéreurs que pour l'agent parce qu'il passe pas à côté d'acquéreurs et potentiellement d'une offre. Mhm. Ouais, en effet, en effet. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu les étapes que tu mets en place, ou même les scripts, disons, de vente pour avoir des mandats justement, quand tu fais une estimation, quel est le script en fait que tu suis pour rentrer un mandat? Qu'au final, alors, la personne ne voulait pas vendre, ou peut-être elle voulait juste être curieuse, et qu'au final, elle a fait justement une vente avec toi. Eh ben oui, bah justement, j'ai un cas où on a acté la vente en avril. Effectivement, ça a été ça. Alors, ça fait partie, donc si on reprend du début, ça fait partie de la prospection. Et donc là, c'était de mon réseau personnel, donc de mes contacts, où par curiosité, des amis à ma sœur, en fait, m'avaient contacté. Bon, et puis amis aussi de mon côté, m'avaient contacté pour faire une estimation de la maison. Donc finalement, tout commence par une estimation. Un projet, on y pense et puis en fait, «Ah bah tiens, je connais François il est dans l'immobilier. Ah bah je vais lui demander, une estimation, combien vaudrait ma maison?» pour voir si, éventuellement il y a un projet qui pourrait, débouler derrière. Donc je me rends à cette estimation, je prends toutes les mesures, je prends un maximum d'informations pour connaître, l'historique et mettre en place, enfin connaître le scénario de la vente justement. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce qui fait que c'est moi et pas quelqu'un d'autre? Enfin, connaître aussi les éléments financiers du projet, et de la maison, depuis combien de temps ils sont propriétaires, à combien est-ce qu'ils l'ont acheté, les restes à payer et puis, le futur projet, combien est-ce que voilà, donc, après on travaille, je prends déjà un maximum d'informations et Mhm. puis, sur le rendu de l'estimation, voilà, on était parti sur une fourchette de prix et puis, je rends mon avis de valeur, comme ça. J'explique un petit peu les tendances du marché, les points forts, les points faibles de la maison.
vous aimez votre maison parce qu'elle est comme ci, et c'est pas parce qu'elle est comme ça que d'autres personnes vont forcément l'aimer. Donc voilà, il faut expliquer aux gens que leur maison elle n'est pas la plus belle non plus, mais que ça peut correspondre à tel ou tel type d'acquéreur. Et puis c'est tout, je rends mon avis de valeur comme ça. C'était plus un service entre personnes qu'on se connaît ou on se connaissait. Et sans, je pensais pas du tout rentrer cette maison à la vente. Et puis bah, finalement, 2 semaines plus tard, ces clients-là, clients amis, me rappellent en disant, bah, écoute, François, il faut que tu passes à la maison. Je dis, bon, bah, ok, je passe, tout se passe bien, on discute un petit peu. Et puis bah, finalement, par rapport à l'estimation, bah, ça a déclenché le projet finalement d'une maison neuve en construction. Et là, le challenge, c'était que bah, voilà, j'avais transmis une fourchette de prix de mon estimation en disant, bah, voilà, à mon avis, si on tape dans le milieu de la fourchette, ça peut être bien. Et plus haut, on prend un peu des risques. Et bah, en fait, ces clients amis-là m'ont dit, non, non, bah, François, on va taper dans la fourchette haute, puis tu vas nous la vendre. Ah oui. Eh ben, OK, on l'attente comme ça. Et puis bah, finalement, ça a mis 2 mois, 2 mois et demi, 2 mois et demi. Et, on a eu une offre au prix que j'ai renégocié, enfin, que j'ai réussi à renégocier au prix. Donc voilà, et puis on a acté cette vente-là en avril. Et donc, en fait, voilà, ça, c'est un des exemples. Mais quand on arrive, le point de départ, finalement, c'est une estimation. Et après, en fonction de cette estimation-là, il peut éventuellement avoir des projets qui émergent. Ou alors, c'est juste pour aussi suivre. Je fais des estimations aussi, peut-être, c'est déjà arrivé que je fasse 2 estimations, 3 estimations en 8 mois, par exemple. Parce que les gens ont envie d'avoir un suivi par rapport à l'évolution. Et bon, malheureusement, actuellement, à chaque fois que je rends un avis de valeur que j'avais déjà fait avant, bah, c'est pas tellement des bonnes nouvelles puisque le marché est baissier. Donc, Mhm, les, voilà, les chiffres sont moins élevés, du coup. mhm. Donc, un Du peu, coup, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'était passé, en tout cas. ok, non, c'est cool. Du coup, c'est pas parce que moi, je pensais justement, il y a des agents, peut-être, ils font un peu plus du hard selling, donc ils essayent vraiment de prendre le mandat à tout prix, ils essayent justement de convaincre ou de persuader les gens à vendre leurs biens avec eux. Donc pour toi, c'est pas vraiment le cas, c'est vraiment le travail qui est fait dans l'estimation qui doit être fait vraiment d'une manière différente de tous les autres pour qu'ensuite la personne te contacte et aussi fasse la vente avec toi. Ouais. C'est Après le métier de consultant immobilier, agent immobilier, commercial en immobilier, enfin, c'est tous des termes différents, mais finalement, on fait exactement le même métier. Je pense que les gens travaillent avec toi parce que c'est toi, parce que tu as une personnalité, tu as une manière de faire, tu as une écoute. Euh, et je ne suis pas dans comme tu disais, le hard selling. Je préfère travailler avec moins de volume, mais avec de la qualité et de l'échange et du relationnel, en fait, plutôt que d'arracher un mandat et que derrière, bah, comme tu as arraché le mandat, derrière, il n'y a pas forcément une histoire de confiance qui est là. Euh, Il n'y a pas peut-être l'écoute que les gens attendent. Et en tout cas, moi, si je faisais ça, c'est certainement des mandats qui rentreraient, mais des mandats qui ressortiraient aussi sans les vendre, puisque il y aurait pas eu tout cet accompagnement. Donc voilà, après, c'est propre à chacun. Je fais moins dans le volume, du coup, mais plus dans la qualité. Mhm. Mais après, c'est à chacun. Je pense que c'est vraiment euh, un trait de caractère, ça, hein. Ouais. Voilà, si voilà, je suis pas là pour vendre. Non, Mhm. j'accompagne des gens, j'accompagne un moment de leur vie où il y a un gros paquet d'argent qui est mis en jeu, donc c'est pas rien. Et voilà, voilà. Et D'accord. c'est aussi pour ça que je sélectionne aussi mes clients. Enfin, sélection, ça fait un peu peut-être un peu prétentieux, mais
En fait, si la manière de travailler ne me convient pas, je ne travaille pas avec les gens, mais j'aurais quand même donné du conseil et tout ça. Après, Mhm, ça peut ne pas convenir à tout le monde, hein. Par exemple, je travaille qu'en exclusivité. mhm, Alors, bien souvent, dans la tête des gens, l'exclusivité, ça va faire peur, mais il faut juste comprendre pourquoi les gens ont peur de l'exclusivité. Et sur chaque peur, sur chaque interrogation, j'ai un problème ou j'ai une solution mhm, pour pouvoir justement travailler en exclusivité. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'exclusivité? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas travailler en exclusivité? Ah bah souvent ce qui arrive, c'est qu'ils ont ou alors eux-mêmes une mauvaise expérience de l'exclusivité avec malheureusement des agents qui prennent l'exclusivité, qui ne travaillent pas le bien et qui n'informent pas de ce qui se passe et qui abandonnent un petit peu les clients vendeurs. Et les clients vendeurs se retrouvent piégés, entre guillemets, avec un délai où ils voudraient arrêter, mais ils ne peuvent pas, mhm, par exemple. Donc ça peut être une expérience personnelle ou ça peut être une expérience qui a été vécue par un de leurs proches, de leurs amis. Quand ils ont parlé de leur projet de vendre la maison, il y a certainement un ami qui leur a dit: «Ah là, attention, surtout pas d'exclusivité, parce que tu vas te faire avoir et après tes pieds et poings liés». Non, en fait, c'est faux. Tout est possible en fait dans les mandats. Un mandat, c'est un contrat. Alors bien souvent, les gens ont peur aussi du mot mandat. Donc j'utilise aussi le mot contrat, par exemple, contrat de confiance, par exemple, qui est finalement un mandat exclusif. Mais bon, on va mettre en place un contrat, un cahier des charges. Et si je remplis pas le cahier des charges qu'on aura mis en place ensemble, vous avez la possibilité à tout moment, et je m'engage à le faire, c'est d'arrêter le mandat. mhm. Donc Ok, voilà, en c'est fait, ça. et en fait, comme je travaille que en exclusivité, ça me permet de pouvoir travailler le bien et de le commercialiser de manière sereine et de garder la concurrence vis-à-vis des acquéreurs, donc mettre les acquéreurs en concurrence et non ou les agents immobiliers ou l'agent immobilier et le particulier qui vendent ensemble, Mhm, qui sont forcément après en concurrence. Donc mhm, voilà, et c'est pour ça que, alors je sélectionne pas, mais j'expose ma manière de travailler. Si je n'arrive pas à leur convaincre, non, parce que je suis pas dans le fait, dans le hard selling, comme tu dis. Donc c'est pas forcément de convaincre. J'expose ma manière. Si ça ne convient pas, il y a aucun problème. On peut garder contact. Je suivrai votre maison. Et puis, bah, si ça va pas avec la méthode que vous vouliez faire, vous me recontactez. Mais en tout cas, vous savez, vous connaissez maintenant ma méthode. Et puis, bah, sans problème, je vous donne des conseils. mhm, C'est d'ailleurs ce qui se passe demain. Demain, j'ai un rendez-vous justement comme ça où ils ont. Alors, j'ai exposé ma stratégie, ma manière de travailler. Elle n'a pas. Alors, c'est pas qu'elle n'a pas convenu à tous les mondes, parce que le scénario, il y a plusieurs héritiers, en fait. Donc, c'est une succession. Et donc, bah, tout le monde a son petit mot, a son mot à dire. Donc, il y a une stratégie qui a été mise en place, finalement, qui n'a pas payé. Donc, les gens me recontactent là maintenant pour réexposer de manière peut-être un peu plus profonde, sérieuse, ma manière de travailler, où là, il y aura plus de monde qui sera là pour entendre un peu ma manière de travailler. Et peut-être qu'on travaillera ensemble, ou peut-être pas. Mais en tout cas, mhm. j'aurais donné ma manière de travailler. Non, c'est cool, c'est cool, Voilà. c'est cool. Donc, comme ça, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'avoir des mandats exclusifs et de savoir justement que les personnes ils veulent travailler avec toi et pas qu'elles sont forcées en fait à travailler avec toi. Et c'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup d'agents qui utilisent des mandats simples. Et le problème, c'est que justement, il y a la concurrence des prix par rapport à d'autres agences, concurrence d'images, enfin de photos, enfin, il y a plein de trucs qui sera mis en concurrence. Et c'est vrai qu'avec cette méthode-là, d'avoir un mandat exclusif, enfin, de travailler avec les personnes exclusivement, c'est beaucoup plus avantageux pour toi, mais aussi pour la personne qui vend au final. Absolument, absolument, puisque on est et même par rapport à la négociation, en travaillant en exclusivité, il n'y a pas de précipitation en fait à accepter une offre, parce que en fait dans ce métier-là, on est rémunéré seulement à l'acte authentique. Mhm, Donc en fait, il faut bien savoir qu'on travaille gratuitement
pendant des mois et des mois avant d'avoir un résultat qui est l'acte authentique et de pouvoir toucher les honoraires au moment de la transaction et au moment de l'échange des clés. Donc finalement, on travaille gratuitement pendant tout ce temps-là. Le fait de travailler en exclusivité, ça permet, quand je commercialise un bien, par exemple, ça me permet de mettre en concurrence les acquéreurs, d'avoir des offres et dans le travail de négociation, de ressortir avec une offre le plus au prix possible, voire au prix de ce qu'on avait convenu avec mon client vendeur. Il y a plus de garantie de vendre au meilleur prix en exclusivité plutôt qu'en mandat simple, évidemment. Après, je ne crache pas non plus sur le mandat simple, hein. C'est une autre manière de travailler qui correspond peut-être un peu plus sur du hard selling, à travailler dans. Donc, Mhm. OK, bah voilà, je prends le mandat, je travaille en mandat simple, et puis j'en ai plein d'autres. C'est une manière de travailler qui est complètement respectable, mais qui colle pas avec mes valeurs et surtout avec mon caractère. Mhm. Je suis Ouais, je pas, vois. voilà, voilà, je préfère travailler sereinement et de manière, alors pas sérieuse parce que ça voudrait dire que le mandat simple est pas sérieux, mais voilà, je préfère travailler sereinement et mettre en place, étudier une stratégie, avoir un échange et une collaboration avec mes clients vendeurs. On Mhm. collabore ensemble, euh, on n'est pas concurrents, voilà. Bah oui, bah oui. Non, je comprends. Non, c'est cool. C'est cool. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de valeur avec ça. Du coup, justement, pour deux petites questions avant de finir le podcast. Si tu devrais justement tout recommencer depuis le début, est-ce que tu aurais fait déjà quelque chose de différent et qu'est-ce que tu aurais fait justement différent pour peut-être arriver donc à ton objectif plus rapidement déjà? Euh, Très bonne question. Excellente question. Qu'est-ce que j'aurais fait? Si je devais recommencer, qu'est-ce que je changerais? Ah. Alors, comme on part sur des si, eh ben, on va mettre un peu de si, des si un peu partout. Si je devais recommencer, alors l'expérience que j'ai vécue avec LFIMO était vraiment très bonne, très bonne formation. J'ai eu des coachs vraiment formidables. Par contre, alors le petit regret, on va dire, relationnel, c'est que, j'ai, comme je parlais tout à l'heure, des immopotes. L'idéal, ça aurait été qu'on se rejoigne dans le même réseau parce que géographiquement, on est proches et puis on s'apprécie vraiment beaucoup. Il y en a alors, pour la petite histoire, j'ai un immopote, c'est mon frère de cœur. J'ai même habité chez lui quand j'étais tout gamin, tout gamin. Il est dans un autre réseau et j'ai un super pote aussi du collège. Et on s'est retrouvés en fait dans l'immobilier. Il a vu que j'étais rentré dans l'immobilier et voilà, le contact s'est fait comme ça. D'ailleurs, c'est avec lui que j'ai fait ma première affaire. Il avait la maison et j'avais les clients. C'est cool. Et donc voilà, et puis du coup, ben, on va se faire une bouffe de temps en temps, on échange un peu régulièrement sur nos métiers. Donc en fait, voilà, si je devais recommencer les choses et repartir à zéro, peut-être que alors je regrette pas du tout ce qui s'est passé, hein, et le choix que j'ai fait de ne pas rejoindre leur réseau, puisque eux étaient déjà dans l'immobilier. Mais par contre, ouais, le fait de travailler en synergie avec eux, ça aurait été quelque chose de super. Maintenant, par rapport au travail et aux objectifs, si je devais recommencer quelque chose, mais là, il faudrait que je sorte énormément de ma zone de confort, c'est de modifier la prospection Mm. et de faire. Mais j'aime pas. Enfin, alors d'une part, j'aime pas, je suis pas à l'aise, mais j'aime pas non plus cette méthode de prospection. C'est de faire du boitage ou du porte-à-porte ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose c'est pas dans mes valeurs. Mais par contre, c'est presque inévitable pour le faire. Alors moi, je ne l'ai pas fait. C'est une erreur peut-être, mais en tout cas, alors j'aurais certainement fait plus de chiffres justement en faisant cette méthode de prospection. Mais bon, bah voilà, j'en ai pas eu le besoin non plus. Donc, D'accord, voilà, ok. je préfère m'axer sur d'autres types de prospection, Mhm. bah, notamment le digital, où tu m'avais bien aidé aussi quand on avait travaillé ensemble. Donc,
Voilà, si je devais recommencer quelque chose, ouais, ça pourrait être ça, mais est-ce que je le ferais? Pas sûr. D'accord, ok. Non, c'est cool. Merci. Et dernière question, qu'est-ce qui te semble vrai pour toi? Enfin, vraiment, tu penses être vrai, mais que tout le monde autour de toi refuse d'admettre que c'est vrai. Qu'est-ce que je pense qui est vrai, mais que tout le monde autour de moi refuse de l'admettre? C'est, pas évident ça comme question. Qu'est-ce qui est vrai et que tout le monde refuse de l'admettre? Ah! Alors peut-être, les, ouais, non, même pas. J'allais parler de l'image de la réussite. C'est un métier qui est difficile. Ah ouais, bah, alors si on peut peut-être je peux peut-être, partir là-dessus. En fait, c'est un métier qui est très, très difficile et si on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression souvent que, c'est le monde des bisounours, que tout est beau. Ah bah tiens, il y a des visites, il y a des clients gentils, il y a des clients sympas, voilà. Mais en fait, la réalité, alors je jette peut-être un pavé dans la mare, hein, mais bon, après voilà, tu me poses la question, je suis quelqu'un d'honnête, sincère, voilà. Dans le monde de l'immobilier, il y a des hauts et il y a des bas et il y a souvent plus de bas que de hauts. Après, ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne reflète pas tout le temps, Mhm. 100% du temps. Alors, je ne dis pas que les posts qu'on fait, parce que moi, je le fais aussi, hein, je poste souvent des choses plutôt positives que négatives. Euh, mais d'ailleurs, je réfléchis, vraiment à ça pour pouvoir un petit peu aussi essayer de me démarquer par rapport à tous ces postes d'agents immobiliers, qui disent: «Ah bah tiens, je vais chez le notaire, des clients fantastiques, hein, hein, hein». Ouais. Voilà, je réfléchis aussi à pouvoir, diffuser, bon après il faut réfléchir dans la forme, mais à diffuser aussi des choses qui se passent pas très, très bien aussi et parce que c'est juste la réalité et les gens cherchent, je pense, quelque chose de vrai et la réalité, ce n'est pas que, des réseaux sociaux où, pop et up, tout va bien, nickel, je vais, 10 fois par mois chez le notaire. Alors oui, c'est parfait, hein, parce que je pense que si c'est posté, c'est que c'est la réalité. Mais à côté de ça, c'est pas que ça, le métier d'agent immobilier, c'est aussi, beaucoup d'angoisse, voilà, j'ai des choses là, moi, actuellement, qui sont, assez compliquées, à gérer dans les timings, dans, la remise des clés, dans, les délais bancaires qui sont, insoutenables, avec des dossiers qui sont très compliqués, des dossiers acquéreurs qui sont compliqués et donc du coup, les banques, mettent énormément de temps à lancer la procédure. Enfin bref et du coup, il faut pouvoir, rassurer, toutes les parties de la continuité de la transaction. Et donc voilà, ouais, c'est pour répondre à ta question, peut-être que ouais, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est certainement vrai, mais il y a aussi d'autres choses. Voilà, D'accord. l'iceberg émergé, voilà, c'est ça. Ouais, je vois. L'analogie Je de pense, l'iceberg immergé. Ouais. je pense, hein, donc ouais, c'est une question qui est pas facile et puis, ben, voilà, je lance peut-être un pavé dans la mare, mais c'est Non, mais pour c'est moi, c'est cool. la réalité. Non, merci. Non, mais je pense que tu as tout à fait raison. Ça semble être vrai, genre, tout est fantastique, tout le monde a du Mmh, succès sur l'immobilier, mais enfin, derrière ça, il y a toutes les personnes qui n'arrivent pas à suivre avec l'immobilier et qui doivent abandonner au final parce qu'ils n'arrivent pas à avoir cette persévérance que toi, tu l'as au final. C'est, exactement, la persévérance, donc c'est ça aussi et puis, bah, après ça rejoint un petit peu aussi les réseaux sociaux, c'est que c'est un métier qui est difficile et en fait, et j'en parlais au tout début de l'interview, il faut de la patience et patience, persévérance, c'est 2 mots qui vont ouais, ensemble, hein. Les gens qui abandonnent, sont peut-être des personnes où il manquait encore, un coup de pioche pour arriver au diamant, par exemple. C'est ça. l'image des 2 tunnels, Ouais, en parallèle où, tu connais cette image-là? ouais, ouais. Où, il y a on voit le trésor et il y en a un, il reste plus qu'un coup de pelle mais il fait demi-tour et l'autre il continue, il lui reste encore un peu, mais il y arrivera.
En fait, c'est un métier qui est difficile dans le mental aussi, parce il faut s'accrocher, il faut être courageux, vraiment. Mais par contre, en principe, si on respecte les choses qu'on nous enseigne, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, en fait. C'est ça, Donc, c'est ça. les personnes qui arrêtent, qui abandonnent, sont des personnes qui euh, n'ont pas été au bout peut-être de Mhm, leur action ou n'ont pas été suffisamment patients par rapport aux résultats de leurs actions. mhm, Voilà. Il y a des, là, je rentre des mandats. J'ai rentré une maison en juin, ouais, quelque chose comme ça. Ça fait un an que je travaillais, enfin que je prenais des nouvelles des gens. Bah oui, non, c'est pas le moment. Bah, on sait pas ci, ouais, on sait pas ça. Voilà. Puis bah, on prend des nouvelles régulièrement et là, voilà, il y a le mandat, il y a le mandat qui arrive. Donc voilà. Et j'ai une visite demain sur la maison. Donc c'est voilà, il faut les 6 premiers mois ou voire même la première année est difficile. mhm. Il faut financièrement, il faut y être préparé, hein. Ouais, ouais, en effet. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir une base enfin, comment dire, de l'argent de côté déjà, pour justement pouvoir faire ça, persévérer, sans s'arrêter, en fait, quand justement on Ouais, est près du diamant, comme t'avais expliqué. D'accord, ouais, voilà. je pense que j'ai tout demandé. Si tu as quelque chose de plus, des conseils à donner à des agents enfin, ou déjà, où est-ce que les personnes peuvent te trouver, peuvent te contacter si jamais ils sont intéressés, soit à rejoindre l'activité, à savoir plus d'informations dessus, ou même justement juste à partager de l'expérience avec toi. Ah oui, pour toute question autour de l'immobilier ou autre, hein, je suis quelqu'un d'ouvert. Ils peuvent me trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, François Robert, consultant immobilier. On arrive vite là. On peut me trouver sur Google, sur le site de Acomi aussi, si les gens sont intéressés par ce réseau. Voilà, c'est un réseau. Donc moi, je suis près de Thionville en Moselle. Et le réseau que j'ai intégré au mois de juillet à Commis est un réseau qui est basé à Lunéville, donc près de Nancy. C'est un réseau donc, qui se développe au national, mais avec une concentration pour le moment plus dans le Grand Est. Mhm, Mais bon, ça n'empêche on a des agents qui sont en Bretagne, dans le sud. Et donc voilà, si les gens veulent des informations sur ce réseau-là, et peut-être aussi mes motivations qui ont fait que j'ai changé de réseau, alors que je me sentais très, très bien euh, chez LFIMO, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Je suis quelqu'un d'ouvert et de disponible. parfait, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, François. C'était un plaisir de t'avoir dans le premier podcast, vraiment. Ah, je suis fier de Et ça. Je suis fier de ça. c'est très cool. Et bah, on se revoit peut-être à bientôt. Ça marche avec grand plaisir, André. Parfait, parfait.